pour essayer de l'appréhender de la meilleure façon, nous avons entrepris une communication, je vais dire, intense sur notre projet de méthanisation qui était prévu, que nous avions prévu dans l'étude de faisabilité que nous menons. Nous avons un cabinet, le cabinet Kelia, qui était tout à l'heure cité par l'ADEME, je pense. Donc nous avons un site, bien sûr, à l'agglomération, sur lequel nous avons déjà décliné l'objectif, parler de la méthanisation, essayer de rassurer, déjà de présenter, de démontrer comment ça fonctionne, de démontrer qu'il existe des projets et que voilà, ça contribue aussi à réduire nos déchets et réduire les déchets de tous les habitants. C'est un point de communication qui peut être porteur. Nous avons, c'est assez récent, bien sûr, sollicité l'appui de la presse locale pour parler, puisque je voulais décliner, c'est un projet de territoire. Donc dans notre plan de communication interne, nous, bien sûr, nous développons ces actions et les actions que nous allons conduire sur le territoire. Et voilà, dernièrement, nous avons eu un moment de communication avec eux et voilà, ce que j'ai qualifié de positif, puisque le titre sur une page complète, c'était transformer les déchets en biogaz. Donc, j'estime que le résultat est plutôt positif, quoi, alors avec une belle explication. Et dernièrement, nous avons lancé notre phase de concertation. Ça s'est déroulé de façon, j'ai qualifié inattendue, parce que en fait, ce sont les agriculteurs qui ont expliqué leur projet, qui ont expliqué l'intérêt pour eux de conduire un projet de ce type et expliquer voilà, comment se passe, comment se transforme en fait le déchet en biogaz, ce que l'on fait du digestat, comment on peut l'épandre, quel est l'intérêt d'épandre du digestat plutôt que des engrais minéraux. Donc voilà, il y a eu vraiment de bons échanges et c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une certaine méconnaissance, effectivement, ce qui était décliné tout à l'heure, une certaine méconnaissance en fait du process de méthanisation, quoi. Ça a vraiment besoin d'explications et je crois qu'il faut pas s'en priver parce que ça rassure. L'agriculture dans son ensemble traverse des moments difficiles et que pour eux, voilà, ça peut être effectivement une valeur ajoutée actuellement, ça peut être un revenu complémentaire à terme et permettre de maintenir une activité agricole. Je prendrai pour exemple notre territoire qui est principalement, on a une partie de notre territoire qui est l'agriculture est laitière, quoi, la production laitière et de viande. Les agriculteurs s'interrogent sur le fait de continuer à produire du lait, à produire de la viande. De pouvoir, voilà, sur ce territoire classé, repris par le parc naturel, un territoire de bocage, on en arrive à encore transformer une fois encore ces prairies pour de la production de pommes de terre au hasard. Vous comprenez bien que ça a des incidences aussi sur l'environnement, entre autres. Je crois que les élus qui portent un tel projet, il faut qu'ils soient convaincus. Il faut qu'ils soient convaincus de la faisabilité. Vous allez me dire que c'est dans tout domaine. Quand on porte un projet, il faut être convaincu. Mais plus qu'ailleurs, je dirais, parce que voilà, on est dans notre rôle d'élu. On n'est pas forcément, on n'est pas du tout d'ailleurs intéressé, on ne va pas porter au quotidien le projet. Donc il faut qu'on soit convaincu de l'efficacité du projet, alors efficacité de sa rentabilité et surtout ne pas perdre de vue aussi de la portée environnementale. Vis-à-vis de la population métropolitaine, on ne part pas de zéro en termes de connaissance du process de méthanisation. C'est des sites mail qui sont régulièrement ouverts au public, visités, sur lesquels on a beaucoup communiqué sur le process de méthanisation, de valorisation notamment des déchets organiques dans les ménages.
mais sur voilà, le montage d'un projet autour d'une exploitation agricole. Là, on est en train d'avancer sur les premiers. Et je suis intimement convaincue que si, au démarrage du projet, on a un partenariat fort entre les élus locaux et les agriculteurs qui portent le projet, que eux soient en dialogue assez resserré et permanent pour entendre, parce que les citoyens, le premier réflexe, ce sera d'aller en mairie, d'aller s'informer auprès des élus. Il faut que les élus, eux, ne découvrent pas non plus le projet des exploitants. Il faut qu'ils soient associés en premier lieu par les exploitants sur le montage du dossier. Et je pense que si cette collaboration-là est prête dès le début vraiment à l'émergence de l'intention presque sur le territoire, on est déjà dans un discours plus positif et apaisé auprès des citoyens qui viennent chercher de l'information. Et ensuite, le positionnement à la MEL en tant qu'interco, c'est de ne pas laisser ces acteurs seuls répondre aux questions des citoyens et de, quelque part, oui, c'est un projet de territoire, oui, les impacts vont être assez localisés, mais les enjeux sont bien au-delà. Et c'est important aussi d'expliquer aux citoyens que c'est ni une lubie de l'agriculteur qui veut d'un seul coup faire des sous avec un projet de méthanisation, ni un laxisme de l'élu qui laisserait faire parce qu'il copine avec les exploitants ou je ne sais quoi. C'est un vrai projet de territoire, c'est une vraie plus-value. Et tout ça, ça s'explique. Et quelque part, il faut un tiers aussi pour expliquer ça. Alors interco, bureau d'études, il faut une personne détachée de cet échelon très local pour peut-être marquer un pas de recul sur les enjeux un peu supérieurs liés au développement du biométhane. Moi, je pense qu'il y a vraiment 3 échelles de communication. J'étais ravie de la première du premier tour de table, d'apprendre que au niveau national, GRDF va lancer de la communication indépendamment d'un projet de territoire, de sensibilisation, d'information générale, grand public sur la méthanisation, l'intérêt de la méthanisation, parce que finalement, c'est déjà de la sensibilisation. Certains seront touchés par cette communication grand public et après auront des projets locaux. Et je pense que cette échelle un peu nationale, elle est importante à mettre en œuvre pour montrer aussi que ça vient d'une dynamique autre qu'une dynamique vraiment, vraiment très locale. Je pense qu'après, les intercommunalités ont un rôle à jouer aussi dans cette dynamique d'information finalement avant tout projet. De dire, nous, intercommunalité, indépendamment de tel ou tel projet en émergence, on soutient le développement des projets de biométhane et quand ils sortiront, on sera dans leur accompagnement. Après, la communication du projet, on peut conseiller, on peut souhaiter que les porteurs de projets communiquent le plus en amont, le plus ouvertement possible. On peut essayer de leur montrer les aspects positifs. Ça reste un projet privé. S'ils ne souhaitent pas communiquer, s'ils souhaitent rester dans les 2 premières postures en termes de dialogue de territoire, c'est leur projet. On peut souhaiter l'accompagner pour que ça se passe au mieux. Malgré tout, on n'a pas la position de leur imposer finalement de communiquer en amont ou pas sur ce qu'ils vont mener, quoi. Je dirais que le premier pas à faire, en tout cas côté territoire, il est aussi psychologique dans la manière de faire et quelque part de lever nos propres peurs en tant qu'acteurs du territoire et de ne pas rester dans de la fausse concertation et finalement être vraiment en capacité de dire je ne viens pas avec un projet ficelé, je viens le discuter avec vous et ne pas y aller en ayant peur que ça le fasse capoter, que ça le mette en péril, que ça nous ralentisse, mais être convaincu que ça va enrichir les choses et permettre peut-être d'aller plus loin, plus vite et donc d'être vraiment dans un dialogue et pas dans une information. Le citoyen est beaucoup plus tolérant vis-à-vis d'un projet, par exemple si c'est un supermarché ou une zone de lotissement, parce qu'il va pouvoir s'y identifier, voir l'intérêt qu'il a, ou du moins se reconnaître dans ce projet-là. Et l'objectif d'énergie partagée, c'est que les citoyens
puissent vraiment se reconnaître, s'identifier dans des projets énergétiques. Parce qu'aujourd'hui, on a l'habitude d'appuyer sur l'interrupteur, de regarder son smartphone et tout ça. On consomme de l'énergie sans arrêt et pourtant, on ne s'est pas approprié vraiment cette problématique de comment on produit notre énergie, d'où elle vient, comment ça marche. Et donc, nous, notre idée, c'est en plus des élus, des agriculteurs, c'est d'inclure les citoyens aussi dans la boucle pour qu'ils puissent aussi faire leur transition énergétique et puis j'ai envie de dire idéologique par rapport à tous les enjeux écologiques qu'on a aujourd'hui. Et donc on va avoir cet enjeu-là. Donc l'objectif aujourd'hui, quand on regarde l'unité de méthanisation, c'est que les gens aient cette opportunité de comprendre. Donc à la fois avec notre association, on va accompagner les porteurs de projets au plus proche du territoire pour qu'ils puissent expliquer en fait ce que c'est que leur projet, pour qu'ils puissent dialoguer avec les autres acteurs. Et puis, si besoin est, la société d'investissement va venir accompagner au niveau financier le projet. C'est-à-dire qu'on a une plateforme Internet où tout le monde peut aller acheter une action. Donc, une action coûte 100 €. Vous la dirigez vers le projet de votre choix. Donc, on a plusieurs projets méthanisation. Et puis, ça va aller financer ce projet-là. Mais ça permet aux gens de s'approprier le projet. Sachant que nous, à chaque fois, on insiste sur le fait, comme je disais tout à l'heure, qu'il doit y avoir un ancrage local. Donc, énergie partagée, investissement au niveau national va venir aider finalement ces fonds à se créer, le projet à voir le jour. Mais à côté, en général, on va avoir une société locale qui va se créer pour financer le projet. Cette société, elle va être portée par des acteurs locaux. Ça peut par exemple être un collectif d'agriculteurs. En général, par exemple, des agriculteurs qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui travaillent ensemble avec une CUMA ou dans le cadre finalement du travail agricole, qui vont s'emparer de cette opportunité de la production énergétique et puis qui vont donc s'ouvrir, et pourquoi pas, à l'investissement de citoyens du territoire, donc qui vont pouvoir créer une société dans laquelle vont être actionnaires les riverains, les gens du territoire, pour qu'ensuite, quand ils voient cette unité de méthanisation, alors la nuance qu'on fait, si vous voulez, il y a des projets participatifs dans lesquels vous pouvez aller sur une plateforme de crowdfunding, vous mettez des sous, et puis voilà, vous avez contribué, on va dire, financièrement à la transition énergétique. Bon, nous, on essaye d'aller plus loin. Donc non seulement il y a cet aspect financier, mais l'objectif, c'est que les gens s'approprient finalement les projets. Donc typiquement, je vais vous prendre un exemple qu'on a. Ça va être un collectif d'agriculteurs qui vont se dire, bon, aujourd'hui on a une problématique avec des déchets, on voit qu'on pourrait les valoriser, comment on fait? Ils commencent à y réfléchir. Ils se disent, tiens, on pourrait s'ouvrir aux gens du territoire pour qu'ils nous aident à financer ce projet-là. Ils ont également parlé de ce projet, donc à énergie partagée. Nous, on peut les accompagner, on leur explique comment ils montent leur projet financièrement et tout ça. Et puis surtout, on s'ouvre aux gens du territoire, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir acheter des actions dans une société qui aura été créée spécialement pour ce projet. Donc là, par exemple, c'est le projet, on va prendre un projet qui s'appelle Métamoli. Donc vous avez une société qui s'ouvre, et les gens du territoire peuvent investir dedans, acheter des parts et avoir leur mot à dire. Donc la différence entre un projet participatif et un projet citoyen, c'est que dans le projet citoyen, les citoyens ont leur mot à dire. Et donc ils gardent, on va dire, le contrôle des projets qui sont sur leur territoire. Et ça, en termes d'acceptabilité, c'est énorme. Et puis en termes de retombées économiques pour le territoire, c'est également très important, puisque toute la rémunération qui est liée au projet va rester sur le territoire, plutôt que de s'échapper vers des capitaux qui auraient été investis d'une grosse société qui n'est absolument pas en lien avec le territoire. Donc encore une fois, on parle de projets citoyens et territoriaux. Simplement insister sur le fait que plus on va réussir à dialoguer entre les différents partenaires, plus le projet a finalement de chances d'aboutir. Et moi, c'est ça aussi que j'en retiens. Et j'ai été content de voir que tous les acteurs finalement qui sont passés à cette table ont plutôt insisté sur ce point-là. Pour prendre un exemple très intéressant, on en discutait juste tout à l'heure, mais de l'adaptation qu'on doit faire. Par exemple, du service énergie là, qui travaillait avec le service agriculture maintenant à Lille Métropole. Et voilà, c'est vraiment des adaptations comme ça, culturelles, qu'on doit avoir pour finalement pas cloisonner les choses, mais au contraire faire du lien parce que ça concerne l'agriculture, parce que ça concerne l'énergie et parce qu'en fait on est sur des sujets pluridisciplinaires et c'est seulement finalement en considérant cette dimension pluridisciplinaire qu'on arrivera à faire aboutir des projets cohérents.